It a commencé par un appel téléphonique qui semblait assez innocent. Je m'appelle Jordan. J'ai 34 ans et j'ai 2 enfants, Liam, qui a 7 ans, et Maisie, qui vient d'avoir 5 ans le mois dernier. Je travaille à temps plein comme chef de projet dans une entreprise de construction, et ma femme, Tara, reste à la maison avec les enfants, dirigeant la symphonie chaotique qu'est notre foyer. La vie n'est pas toujours facile, mais nous nous sommes créés une petite bulle de joie. Des pancakes le matin, des histoires avant le coucher. Des salons en désordre remplis de chefs-d'œuvre au crayon. Noël est une grande affaire dans notre maison. Ça l'a toujours été. Pas seulement les cadeaux, mais la magie, les rituels, la décoration de cookies. Le visionnage de vieux films de Noël. Le circuit de train qui tourne autour de la base de notre sapin. Nous essayons de le rendre spécial. Alors, quand mon père a appelé une semaine avant Noël, je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Ce n'est pas l'homme le plus chaleureux, un militaire à la retraite, du genre poignée de main ferme. Mais il a fait plus d'efforts ces derniers temps, ou du moins il fait semblant. L'appel est arrivé un mardi soir. J'étais en train de nettoyer des spaghettis sur le sol de la cuisine pendant que Tara habillait les enfants en pyjama. J'ai vu « Papa » s'afficher sur mon écran, j'ai décroché. M'attendant peut-être à un rapide coup de fil ou à une question sur ce qu'il fallait apporter pour le dîner de Noël. Au lieu de cela, il a demandé « Peux-tu mettre les enfants au téléphone ? Je veux leur demander ce qu'ils veulent cette année. » J'ai cligné des yeux. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Pas une seule fois. En grandissant, il était le genre de père qui te tendait une carte avec un billet de $20 à l'intérieur et considérait cela comme un geste sincère. Donc oui, j'étais surpris, mais aussi un peu plein d'espoir. Peut-être qu'il tournait une nouvelle page. Peut-être que tous les petits efforts que nous avions faits pour rester dans sa vie malgré la distance finissaient enfin par porter leurs fruits. Liam et Maisie étaient aux anges. Ils ont tous les deux attrapé le téléphone comme s'il s'agissait d'un ticket en or. Je suis resté là, serviette à la main, à regarder leurs petits visages s'illuminer pendant qu'ils énuméraient tout. Des ensembles Lego à une machine à karaoké rose. Papa posait des questions, prenait des notes, riait quelquefois, et a même dit « D'accord. Je verrai ce que le Père Noël peut faire. » Quand l'appel s'est terminé, Maisie sautait littéralement sur le canapé. Grand-père va m'offrir le micro, a-t-elle couiné, et c'était parti. Nous étions en plein compte à rebours de Noël. Ils ont passé la journée suivante à dessiner des images. Liam a esquissé un vélo rouge de camion de pompier avec des roues d'entraînement. Maisie a dessiné un micro entouré d'étoiles comme si elle planifiait déjà sa carrière de pop star. Nous les avons scotchés sur le frigo. Tara a même pris une photo des dessins et les a envoyés à mon père au cas où il aurait besoin d'un rappel. Regarde-les, a-t-elle dit un soir, en observant les enfants chanter Jingle Bell dans une cuillère et tourner en pyjama. Ils sont vraiment excités. C'était gentil de la part de ton père. Je voulais le croire aussi. Mais pour être honnête, il y avait cette petite démangeaison au fond de mon esprit. Comme un fil lâche que l'on ne voit pas tout à fait, mais que l'on sentirait. Parce que voici la chose, mon père ne m'a pas seulement moi. J'ai un frère aîné, Brandon. Il a 38 ans, est marié à Julie, et a des jumeaux du même âge que Liam. Et bien que nous ayons techniquement grandi sous le même toit, nous aurions aussi bien pu être élevés sur des planètes différentes. Brandon est l'enfant chéri. Ça a toujours été le cas. À l'école, c'était l'athlète vedette avec les bourses et les trophées brillants. J'étais l'enfant qui rapportait des notes correctes et des projets artistiques que personne ne regardait vraiment. Quand Brandon s'est marié, mon père a payé leur lune de miel. Quand je me suis marié, j'ai eu une tape ferme dans le dos et un « tu t'en sortiras très bien ». J'ai arrêté d'attendre grand-chose de lui il y a longtemps. Mais cette année, il a contacté mes enfants. Il a fait une promesse. Ou du moins c'est comme ça qu'ils l'ont vu. Et une partie de moi osait penser qu'il essayait peut-être de montrer qu'il se souciait d'eux à sa manière. Le jour de Noël est arrivé, enneigé et calme.
Tara avait emballé les cadeaux du Père Noël la veille, et nous avons chargé la voiture tôt. Nous passons toujours la matinée de Noël à la maison, juste tous les 4. Pyjama, roulé à la cannelle, le chaos habituel. Ensuite, nous nous rendons chez mes parents vers midi pour le grand rassemblement familial. C'est la tradition depuis des années. Je ne mentirai pas. Je n'attendais pas avec impatience les conversations gênantes ou les vantardises habituelles d'eux. Brandon, mais j'étais excité pour mes enfants. Ils étaient bien habillés, cheveux peignés. Dessins rangés dans leur sac à dos pour les montrer à grand-père. J'ai même entendu Liam murmurer, « Tu penses que j'aurai le rouge ou peut-être le vert ?» Nous sommes arrivés chez mes parents vers 12h15. La même maison coloniale à 2 étages où j'ai grandi. Des lumières sur le porche, une couronne sur la porte. L'allée était bondée. Le SUV de Brandon était déjà garé devant. En entrant, j'ai entendu des rires venant du salon. Les garçons ont couru devant. Ce que j'ai vu m'a glacé. Le sol du salon était un cimetière de papier cadeau. Rubans déchirés, nœuds, boîtes brillantes empilées haut. Les jumeaux de Brandon étaient déjà enfoncés jusqu'aux genoux dans les jouets. Des voitures télécommandées, des Legos, de nouvelles tablettes, et au centre du tapis. Le vélo rouge vif que Liam avait dessiné. Pas un similaire, pas à peu près le même modèle. Jusqu'aux roues d'entraînement blanches et aux décalcomanies de flammes. À côté. Le micro à karaoké rose avec le support scintillant et la lumière disco que Maisie avait entouré. Dans un catalogue. Liam s'est figé. Maisie aussi pendant quelques secondes. Ils n'ont même pas réagi. Ils ont juste regardé. Puis Liam s'est tourné vers moi, le visage plissé par la confusion. « Papa, c'est le mien ?» Avant que je puisse répondre. Mon père est arrivé au coin en tenant une tasse de café et en riant de quelque chose que Brandon avait dit. Il a regardé mes enfants, toujours debout comme des statues, et son sourire a vacillé une seconde. Mais il s'est repris. « Oh, vous êtes arrivés. Joyeux Noël, tout le monde. » Maisie a tiré sur ma manche. « C'est le mien, papa ?» Je ne savais pas quoi dire. Tara s'est agenouillée à côté d'eux et a dit calmement. « Pourquoi ne pas aller nous asseoir un peu dans la cuisine ?» Sa voix était calme, mais j'ai vu le tremblement de sa mâchoire. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé d'explication. J'ai juste jeté un regard à mon frère affalé sur le canapé, un bras posé sur le dossier. Sans même nous reconnaître, et je suis allé au porte-manteau. Nous sommes restés exactement 22 minutes, juste assez pour manger quelques bouchées. Esquiver poliment les questions et rassembler nos affaires. Liam a gardé son manteau tout le temps. Maisie a à peine parlé. Personne n'a demandé pourquoi nous partions tôt. Ce soir-là. Je suis resté allongé au lit à fixer le plafond pendant que Tara était assise à côté de moi. Les bras croisés, murmurant. Il savait. Jordan, ton père savait exactement ce qu'il faisait. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment. Mon esprit revenait sans cesse au visage de Liam. À la façon dont il avait changé quand il avait réalisé que le vélo n'était pas le sien. À la façon dont il avait baissé les yeux et essayé de sourire comme si ça n'avait pas d'importance. Je n'ai pas dormi. Pas vraiment. À 6h43 du matin, mon téléphone a sonné. Puis encore et encore. 17 appels manqués de ma mère, de mon frère, même un de mon père. Mais aucun d'eux n'importait parce que enfoui sous ces appels manqués se trouvait un seul texto de ma grand-mère. C'était juste une phrase et ça m'a fait tomber l'estomac. J'ai fixé le message sur mon téléphone pendant longtemps avant de l'ouvrir. Juste une ligne de ma grand-mère, la mère de mon père, qui a 87 ans, toujours vive comme l'attaque. Et reste généralement en dehors des drames familiaux. Elle a toujours été discrète, polie. Le genre de femme qui tricote des pulls que personne ne demande et fait des tartes qui ont le goût de l'enfance. Elle n'envoie pas souvent de textos, donc quand elle le fait, ça veut dire quelque chose. Son message disait, « Ils ont dit aux enfants que les cadeaux venaient de ton père ? Pas du Père Noël. »
Je me suis redressé dans le lit si vite que j'ai fait sursauter Tara. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en clignant des yeux. Je lui ai tendu le téléphone. Elle l'a lu, a cligné des yeux à nouveau, puis a murmuré « Tu plaisantes. » Non, pas du tout. Pas même un peu. Mes mains tremblaient. Pas exactement de colère. Mais de cette chute nauséeuse dans le ventre quand quelque chose que tu redoutais déjà s'avère pire que ce que tu imaginais. Ce n'était pas seulement que mes enfants n'avaient pas reçu les cadeaux promis. C'était que mon père avait utilisé leurs souhaits pour les offrir aux enfants de Brandon. Mot pour mot, cadeau pour cadeau. Comme si Liam et Maisie n'étaient qu'un catalogue pour faire du shopping. Et puis il s'en était vanté. Il avait mis un nœud sur toute l'affaire et avait dit « Regardez ce que grand-père vous a offert. » Ce n'était pas seulement de la négligence. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était de la cruauté. Je n'ai pas répondu aux appels manqués. Je n'ai pas répondu aux textos de suivi demandant « Pourquoi êtes-vous parti si tôt » ou « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Je savais que si j'essayais même de leur parler à ce moment-là, je dirais quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Donc, j'ai passé la matinée dans un brouillard, engourdi, à regarder les enfants jouer tranquillement avec les jouets de la maison. Tous les deux faisaient semblant de ne pas remarquer l'absence des cadeaux dont ils avaient rêvé. Pendant une semaine entière. C'était la pire partie. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas pleuré, ils ont juste accepté. Plus tard ce jour-là, Tara s'est assise à côté de moi sur le canapé pendant que les enfants regardaient un film. Elle s'est penchée près et a murmuré « Nous n'irons pas l'année prochaine. » J'ai hoché la tête. Nous n'avons pas discuté. Nous n'en avions pas besoin. Nous étions sur la même longueur d'onde. Comme si nous venions tous les deux de signer silencieusement un contrat. Je ne me sentais même pas triste à ce sujet. Juste fatigué. Fatigué d'être une arrière-pensée. Fatigué de faire semblant que ça ne piquait pas chaque fois que mon père louait les enfants de Brandon pour avoir lu un livre tout en ignorant le fait que Liam était dans le programme des doués. Et que Maisie savait déjà épeler kangourou à l'envers. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais ça ne l'a pas fait parce que le lendemain, Brandon m'a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je m'attendais peut-être à de fausses excuses ou à une explication à moitié sincère comme quoi papa avait probablement mélangé les cadeaux. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vraiment entendu. Hey, George. Écoute, je voulais juste te remercier d'être parti tôt hier. Ça a donné plus de temps aux garçons pour jouer sans avoir à partager. Oh, et maman m'a dit que tes enfants n'avaient pas eu grand-chose cette année. Donc nous avons des trucs en plus s'ils veulent venir le week-end prochain. Pas de rancune. Ouais, j'ai écouté ce message vocal 2 fois. Puis une 3e. Tara se tenait derrière moi, poing serré. Il n'a pas vraiment dit ça. Il n'a pas. Oh, mais si. J'ai sauvegardé le message. Je l'ai encore. C'était le premier moment où j'ai senti quelque chose craquer en moi. Pas un claquement, pas une grande rupture explosive, juste une fracture. Quelque chose de petit et profond qui ne se voit pas à la surface jusqu'à ce que tu commences à appliquer une pression. Et il y aurait de la pression parce que les choses ne sont pas devenues calmes après ça. Elles sont devenues plus fortes. Ça a commencé par ma mère envoyant des photos dans le chat de groupe familial. Des photos des jumeaux de Brandon sur le vélo, chantant dans le micro karaoké. Avec des légendes comme « Ils s'amusent tellement. Grand-père a vraiment réussi cette année. » Aucune mention de Liam ou Maisie. Puis sont venus les posts sur Facebook, des photos des jumeaux avec les cadeaux. Un commentaire de mon père qui disait « J'ai dû tirer quelques ficelles pour obtenir ceci. Mais ça en valait la peine pour mes garçons. » Mes garçons. Comme si les seuls petits-enfants qui comptaient étaient ceux de Brandon. Tara a finalement craqué quand une photo du vélo rouge est apparue sur son fil. Partagée par Julie avec la légende. Oncle Jordan a dit que c'était celui que Liam voulait. Bon œil. George. Ça va parfaitement à nos petits gars. Elle est entrée en trombe dans la pièce, tenant son téléphone comme s'il brûlait. Il se vante,
a-t-elle dit, la voix tremblante. Il savait que c'était destiné à nos enfants, et maintenant il l'étale. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à fixer mon propre écran, à relire le message de ma grand-mère. En me demandant depuis combien de temps elle savait. En me demandant si quelqu'un dans cette maison avait hésité. Si quelqu'un avait regardé le vélo ou le micro et pensé, « Attends, ce n'était pas pour... » Apparemment non. Mais la goutte d'eau finale n'est pas venue avant le nouvel an. Nous avions prévu de le passer à la maison, juste tous les 4. Tara a fait du pop-corn, nous avons construit un fort avec des couvertures. Et les enfants sont restés debout pour voir la boule tomber pour la première fois. C'était une de ces nuits parfaites. Le genre qui donne l'impression d'un redémarrage doux, d'une ardoise propre. Pendant un moment, je me suis laissé croire que nous avancions. Puis, vers 1h du matin, j'ai reçu un texto de ma cousine Rachel. Nous ne sommes pas particulièrement proches, mais nous avons toujours été amicaux. Elle était à la fête du Nouvel An chez mes parents, à laquelle nous n'avions pas été invités. Son message était court. Hey, j'ai juste pensé que tu devrais savoir. Brandon dit à tout le monde que tu es parti en trombe le jour de Noël parce que tu étais en colère. De ne pas avoir reçu de cadeau pour toi-même. Il a dit. Tes enfants n'ont même pas remarqué et Tara essaie d'en faire toute une histoire pour rien. J'en riais ce soir. J'ai lu le texto, puis relu, et pour la première fois depuis que tout ça avait commencé. J'ai vu rouge. Il mentait, il tordait les faits. Il disait aux gens que j'étais celui qui agissait en enfant gâté. Que j'avais fait une crise pour des cadeaux destinés à moi, que Liam et Maisie allaient bien. Que Tara en faisait tout un drame, et les gens riaient. Ce n'était pas assez d'ignorer mes enfants. Ce n'était pas assez de voler leur joie. Maintenant il réécrivait l'histoire, en nous faisant passer pour les méchants. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine comme une porte qui claque. Je n'ai pas répondu à Rachel. Je n'ai rien dit à mes parents. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Pas un texto, pas un post, une liste. Une longue liste détaillée de chaque fois au cours des 10 dernières années où ma famille m'avait traité, moi, et plus important, mes enfants, comme des citoyens de seconde zone. Chaque dîner de fête où nous étions assis à la table d'appoint. Chaque anniversaire oublié. Chaque fois où le nom de Brandon était mentionné en termes élogieux tandis que le mien était à peine enregistré. Chaque moment que j'avais balayé comme étant simplement la façon dont les choses étaient. Parce que maintenant je le voyais pour ce que c'était. Pas une négligence passive, mais un favoritisme actif, planifié, délibéré, cruel. Et pour la première fois dans ma vie d'adulte, je n'allais pas hausser les épaules. Je n'allais pas laisser passer. Pas quand ça faisait du mal à mes enfants. Surtout pas quand ils essayaient de faire de moi le problème. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire encore. Mais je savais ça. Ils avaient commencé une histoire. J'allais la terminer. Et quand je le ferais, ils regretteraient de ne pas avoir simplement acheté 2 cadeaux de plus et gardé leur bouche fermée. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, quelque chose s'est produit qui a tout inversé. Quelque chose qui a fait que tout ça, les cadeaux, le message vocal, les mensonges, ressemblait à un échauffement. Et ça a commencé par une lettre adressée à ma maison dans l'écriture de mon père. La lettre est arrivée un jeudi. Pas d'adresse d'expéditeur, mais l'écriture était reconnaissable entre mille. Mon père écrit en majuscules. Des lettres blocs mécaniques qui ont l'air gravées dans le papier au lieu d'être écrites. Je l'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Coincé entre une facture de chauffage et un prospectus de coupons. Pendant une seconde, j'ai pensé la jeter directement à la poubelle. Mais quelque chose m'a arrêté. Tara n'était pas à la maison. Elle avait emmené Maisie au cours de ballet et Liam était par terre à jouer avec ses tuiles magnétiques. Je suis resté dans la cuisine et je l'ai ouverte avec le coin d'un couteau à beurre. Une feuille de papier net pliée une fois. Pas de « Cher Jordan », pas de signature, juste 10 lignes de phrases courtes. Ton comportement le jour de Noël était égoïste.
Tu as embarrassé ta mère et causé une scène. Brandon a toujours veillé sur cette famille, contrairement à toi. Tu es parti en trombe sans un mot. Tu as fait pleurer tes enfants pour attirer l'attention. Tu as retourné ta femme contre nous. Tu t'excuseras avant d'être le bienvenu à nouveau. C'est ton avertissement. Ne retourne pas tes enfants contre leur famille. Répare ça ou reste loin. Je suis resté là dans la cuisine à la lire encore et encore. Ça ne ressemblait même pas à une lettre. Ça ressemblait à une évaluation de performance d'un patron qui avait déjà pris sa décision. Le genre de message qui n'était pas écrit pour inviter au dialogue, mais pour réaffirmer la dominance. Répare ça ou reste loin. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste du contrôle. Cette même logique froide qu'il avait utilisée toute ma vie. Mon père ne croyait pas aux sentiments. Il croyait à la structure, à la loyauté, à la réputation, aux apparences. Et si tu perturbais l'image qu'il voulait projeter, tu étais le problème. J'ai plié la lettre. Les remises dans l'enveloppe et les rangées dans le tiroir de la cuisine sous une pile de pilés. De vieux reçus. Je ne l'ai pas montré à Tara. Pas à ce moment-là. Je ne voulais pas qu'elle voie à quel point ça m'atteignait encore, mais ça l'a fait. Ça m'a atteint fort. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant que la maison dormait, écoutant le bourdonnement du frigo et l'occasionnel craquement du plafond. Mes pensées tournaient en rond. Une partie de moi voulait marcher jusqu'à sa maison, claquer la lettre sur la table et demander. « Est-ce que tu t'entends ? Mais à quoi bon ? » Il se braquerait. Il le faisait toujours. Donc au lieu de ça, je n'ai rien fait. Et pendant quelques semaines, je me suis effiloché. Ce n'était pas dramatique. Pas de cri ni d'effondrement, juste une lente érosion de l'énergie. Je m'asseyais à mon bureau au travail et fixais les emails sans les cliquer. Je sautais le déjeuner, évitais les appels. Je repassais tout en boucle. Le regard sur le visage de Liam, le message vocal de Brandon, les commentaires Facebook, la lettre. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais mal compris. Si peut-être j'étais celui qui réagissait de manière excessive. C'était la partie la plus dommageable. Tara l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a toujours été à l'écoute de moi. Même quand j'essaie de me cacher derrière le « ça va, je suis juste fatigué ». Un soir à la mi-janvier. Elle s'est assise à côté de moi après que les enfants soient couchés et a dit doucement. « Tu peux être en colère, Jordan. Tu n'as pas à tout porter seul. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a tendu la main et entrelacé ses doigts avec les miens. « Mais je ne les laisserai pas te briser. Pas encore. » Je l'ai regardée, et pour la première fois en semaine, j'ai laissé mes épaules tomber. « Ce n'est pas seulement Noël, » ai-je dit calmement. C'est tout. Toute ma vie. J'ai l'impression d'avoir essayé d'avoir une place à une table où je n'étais jamais invité. Et maintenant que j'ai arrêté d'essayer, ça fait encore plus mal. C'était la première fissure de lumière. Je ne le savais pas alors, mais cette nuit marquerait le début de quelque chose de nouveau. Tara avait raison. Il n'allait pas me briser, et je n'allais pas rester silencieux. Mais je n'allais pas non plus les combattre selon leurs termes. J'allais reconstruire à ma façon. La première chose que j'ai faite a été de bloquer le numéro de mon père. Ça semblait petit, mesquin même, mais aussi libérateur. Comme si je raccrochais enfin une conversation dans laquelle j'étais coincé depuis l'enfance. J'ai cessé de suivre mon frère et sa femme sur les réseaux sociaux. J'ai nettoyé le chat de groupe familial, archivé les photos. Déplacer les dessins de Noël du frigo à l'intérieur de mon armoire de bureau, quelque part de privé. Quelque part de sûr. Puis je me suis tourné vers l'intérieur. J'ai recommencé à me lever tôt. Pas pour le travail, pas pour les corvées, mais pour moi. J'ai ressorti le carnet à croquis que je portais autrefois avant que la vie ne devienne occupée. Avant les enfants. Avant que j'aie des factures et des délais et des messages vocaux passifs-agressifs de mon père. J'ai recommencé à dessiner, juste 15 minutes chaque matin, de petites choses. Le jardin, ma tasse de café,
une image de Liam construisant un fort avec des couvertures. Ça ressemblait à respirer à nouveau. Tara l'a remarqué. Elle a commencé à me laisser des moments tranquilles le matin. En se levant même tôt pour faire du café. Pas de mots, juste un baiser sur la joue et un sourire qui disait « Je te vois ». Puis est venue la deuxième vague. Je me suis jeté dans les enfants. J'ai commencé à faire du bénévolat à l'école de Liam, des journées de lecture. Des projets artistiques, des déjeuners parents. Maisie et moi avons commencé à faire des projets hebdomadaires papa et moi, à peindre des nichoirs. À faire des fleurs en papier, à transformer de vieilles boîtes en fusées. J'étais là. Vraiment là. Pas seulement physiquement, mais mentalement pleinement présent. Riant plus. Écoutant plus attentivement, laissant aller la lourdeur morceau par morceau. Et lentement, quelque chose a commencé à changer. Je ne cherchais plus leur approbation. Je construisais quelque chose de mieux. Notre propre version d'un héritage familial. Un qui n'était pas construit sur la culpabilité ou la compétition ou le favoritisme. Mais sur la présence, sur la joie, sur le fait d'être là. Fin février, quelque chose d'inattendu s'est produit. Maisie est rentrée à la maison avec un flyer de l'école. Ils organisaient un spectacle de talent familial. Chaque élève pouvait performer quelque chose avec un parent ou un frère ou une sœur. Je m'attendais à ce qu'elle choisisse Tara. C'est la chanteuse de la famille, et Maisie l'adore. Mais au lieu de ça, Maisie est entrée en trompe dans le salon et a dit « Papa. Tu peux dessiner pendant que je chante. » J'ai cligné des yeux. « Tu veux que je dessine sur scène ?» Elle a hoché la tête, rayonnante. « Je chanterai ma chanson de princesse et tu me dessineras avec des paillettes. » Tara a éclaté de rire dans la cuisine. « Tu es réservé, superstar. » Je voulais dire non. Ma réaction instinctive était d'éviter les projecteurs. Mais j'ai regardé Maisie avec sa dent de devant manquante et ses cheveux striés de pailletés. J'ai dit oui. Nous avons répété pendant une semaine. Elle chantait « Let it go » faux pendant que je l'esquissais dans divers tenues magiques. Cap, tiare, elle. Nous avons fait un panneau ensemble et pailleté les bords. Le soir du spectacle de talent. Je me suis assis en tailleur sur scène avec mes marqueurs pendant qu'elle chantait de tout son petit cœur. Les applaudissements étaient tonitruants. Plus tard ce soir-là, en rentrant à la maison en voiture, Liam s'est penché depuis le siège arrière et a dit « C'était vraiment cool. Papa. Tu es comme un magicien avec les dessins. » Ça m'a touché plus fort que je ne m'y attendais parce que je me sentais comme un magicien à nouveau. Comme si je n'étais plus invisible. Comme si j'avais quelque chose à offrir. Et la meilleure partie? Ça n'avait rien à voir avec mon père ou mon frère ou quel que soit le tableau de bord tordu qu'il gardait. C'était à moi, à nous. Début mars, j'ai reçu un message d'un vieil ami, Evan. Un gars avec qui j'étais au lycée et qui dirige maintenant un café local avec un espace galerie intégré. Il avait vu un croquis que j'avais posté en ligne, idée de Tara, et avait dit « Tu as déjà pensé à faire une mini-exposition ? Nous avons de l'espace. » J'ai hésité, puis j'ai dit « Oui. » J'ai passé 3 semaines à tout préparer. Des croquis sur la paternité, l'enfance, des moments tranquilles. Je n'ai pas beaucoup fait de publicité. Juste dit à quelques amis, à certains professeurs de Liam, à quelques voisins. Le soir de l'inauguration, je m'attendais à ce qu'une douzaine de personnes passent. 60 sont venus. Tara a apporté des cupcakes. Liam portait une cravate. Maisie distribuait de petits autocollants faits maison qui disaient « Équipe papa ». Je suis resté là dans ce coin douillet du café, entouré de mon art, de ma famille. Et de gens qui s'engageaient vraiment avec ce que j'avais créé. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne reconstruisais pas. Je m'élevais tranquillement, régulièrement, sans bruit, sans fanfare, juste un pas à la fois. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Pas quand j'avais ma propre joie. Mais juste quand je pensais avoir enfin trouvé la paix, une nouvelle tempête est arrivée. Parce qu'apparemment quelqu'un d'autre avait vu les photos du spectacle de talent, de la galerie.
de notre petite vie. Heureuse et entière et intacte par leur drame, et ils n'aimaient pas ça. Pas du tout. Le prochain paquet n'est pas arrivé par la poste. Il est arrivé par coursier, livré à la main, signé. Et quand je l'ai ouvert, il y avait un document à l'intérieur, plié soigneusement. Étiqueté, pétition pour droit de visite des grands-parents. Le nom de mon père était en haut, et les noms de mes enfants en bas. Mes mains sont devenues froides, ma poitrine s'est serrée, et à ce moment-là, tout ce que j'avais reconstruit, tout ce que je pensais avoir laissé derrière est revenu s'écraser. Parce que maintenant ce n'était plus seulement à propos de moi. Il venait pour mes enfants. Le moment où j'ai vu leur nom, Liam et Maisie, imprimés sur ce document légal. Quelque chose d'ancien et viscéral s'est agité en moi. Ma poitrine s'est serrée, pas de peur, mais avec une sorte de clarté furieuse que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était le genre de clarté que tu obtiens quand tu réalises qu'il n'y a plus de fuite. Plus d'évitement, plus d'espoir que les choses se répareront d'elles-mêmes. Ils n'essayaient plus seulement de me culpabiliser pour me soumettre. Ils essayaient de forcer leur entrée dans la vie de mes enfants légalement. Et c'était la dernière erreur qu'ils allaient jamais faire. Je suis resté dans le couloir à tenir ce papier pendant ce qui semblait des heures. Je ne me suis même pas rendu compte que mes mains tremblaient jusqu'à ce que Tara entre et me voie. Debout là comme un fantôme. Jordan, a-t-elle demandé lentement en marchant vers moi. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai tendu l'enveloppe sans un mot. Elle l'a lu une fois. Puis encore, sa bouche s'est ouverte. Ils nous poursuivent, a-t-elle murmuré. Pour des droits de visite. J'ai hoché la tête, mâchoire serrée si fort que ça faisait mal. Elle a levé les yeux écarquillés. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent faire ça. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mon esprit courait déjà à travers les chronologies, les scénarios, les stratégies. J'ai toujours été un planificateur. La surréflexion est un peu mon mode par défaut. Mais ce n'était pas le tourbillon mental anxieux habituel. C'était différent, plus tranchant, concentré, parce que s'il voulait la guerre. J'étais enfin prêt à me battre. Mais je n'allais pas frapper au hasard. J'allais préparer le terrain. Le lendemain matin, j'ai fait du café, embrassé les enfants au revoir. Et les ai déposés à l'école comme n'importe quel autre jour. Puis j'ai conduit directement à un petit cabinet d'avocats en centre-ville qu'un ami du travail m'avait recommandé. Je n'ai pas appelé à l'avance, je suis juste entré, papier en main, et j'ai dit: j'ai besoin de parler à quelqu'un qui sait comment gérer une pétition de visite malveillante. La réceptionniste a haussé un sourcil et a dit: vous êtes le 3e ce mois-ci. 10 minutes plus tard, j'étais dans un petit bureau avec une femme nommée Claudia Langford. La quarantaine, costume tranchant, yeux encore plus tranchants. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage. Elle a lu la pétition en silence, a hoché la tête une fois, puis m'a regardé et a dit: ils n'ont pas de dossier. Mais nous n'allons pas seulement défendre. Nous allons passer à l'offensive. Je me suis penché. Ça signifiait que nous documentions tout, chaque affront, chaque incident. Chaque cas de négligence ou de préjudice émotionnel. Plus nous pouvons montrer que la présence de ton père est préjudiciable, pas seulement inutile. Plus nous pouvons repousser fort. Et une fois que nous aurons fini de repousser, nous nous assurons qu'ils n'essaieront plus jamais quelque chose comme ça. Je l'ai aimé immédiatement. Ainsi a commencé la phase suivante de ma vie. Opération documentation. Pendant 2 mois, je suis devenu un collectionneur discret. Email, texto, messages vocaux, capture d'écran de post Facebook. Ce message vocal narquois de Brandon. Je l'avais. Les photos de Noël ou les souhaits de Liam et Maisie étaient reconditionnés pour les enfants de quelqu'un d'autre. Sauvegardé. La lettre photocopiée, annotée. Les histoires de Rachel et de ma grand-mère, écrites, horodatées, notarisées. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai contacté des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ma cousine Olivia, qui m'avait une fois dit que Brandon l'avait mise dans le pétrin lors d'une réunion familiale. Et m'avait blâmé. Ma tante chérie,
qui m'avait toujours discrètement pris à part au mariage pour murmurer. Ton père a toujours été plus dur avec toi. Même une ancienne voisine qui m'avait gardé et avait vu de ses yeux comment mon père traitait différemment ses fils. Chacun m'a donné une pièce du puzzle. Et avec chaque pièce, l'image devenait plus claire. Ce n'était pas un malentendu. C'était un schéma. Toute une vie d'amour conditionnel, d'affection retenue, de manipulation et de contrôle. Tara, pour sa part, était une force de la nature. Elle tapait des chronologies, recoupait d'anciens calendriers. Trouvait les reçus pour chaque fois où nous avions payé nos propres voyages pour les événements familiaux. Pendant que les vols de Brandon étaient couverts, elle a fait un tableau des cadeaux d'anniversaire. Les nôtres versus les leurs. La différence n'était pas seulement émotionnelle, elle était quantifiable. Nous avons même creusé dans les événements scolaires. Il s'est avéré que mon père avait assisté aux foires scientifiques et au récital de danse des enfants de Brandon. Pas une seule fois il n'était venu pour Liam ou Maisie. Pas une seule fois il n'avait même demandé. L'équipe de Claudia a tout compilé dans un seul classeur terrifiant de détails intitulé « Histoire du préjudice ». Quand je l'ai feuilleté, j'avais l'impression de regarder une étude de cas. Sauf que ce n'était pas l'histoire d'un étranger. C'était la mienne. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés à la défense. Parce que pendant que nous fouillions le passé, une opportunité s'est présentée dans le présent. Un après-midi, j'ai reçu un message de ma grand-mère. Juste 3 mots. Il ne sait pas. Je l'ai appelé immédiatement. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Ai-je demandé. Elle a hésité puis a dit que je l'avais exclu de mon testament. J'ai cligné des yeux. Tu quoi? Je l'ai changé l'année dernière après Noël. Je ne pouvais pas regarder ce qu'il a fait à ses enfants. J'ai tout laissé à toi et aux petits-enfants. J'étais stupéfait. Ma grand-mère n'est pas une milliardaire, mais elle n'est pas non plus fauchée. Elle possède sa maison entièrement, a un bon pécule, et surtout, elle possède encore le chalet familial au lac. Le même chalet dont mon père se vante d'hériter depuis des années. Il pense qu'il est à lui. Elle a dit qu'il planifiait des rénovations. Il a même dit aux jumeaux qu'il pouvait prendre la chambre du haut. Mais je ne pouvais pas le supporter. Ce chalet devrait aller à quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie la famille. Je me suis assis lentement. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce qu'il va le découvrir bientôt. Et quand il le fera, tu voudras être prêt. Elle avait raison. Donc, j'ai ajouté un nouvel onglet au classeur, un étiqueté « Levier d'actifs ». Je n'allais pas utiliser le testament contre lui. Pas encore. Mais c'était une carte en main maintenant. Et quand le moment viendrait de la jouer, je m'assurerai que toute la table se retourne. Entre-temps, quelque chose d'intéressant a commencé à se produire. Alors que je m'éloignais de ma famille, d'autres se rapprochaient. Les voisins qui se contentaient de saluer de l'autre côté de la rue nous ont invités à des barbecues. Les parents de l'école qui se contentaient d'échanger des hochements de tête polis à la sortie ont commencé à discuter, à créer des liens, à inviter nos enfants à des jeux. Même Evan, le propriétaire du café, a proposé d'organiser une soirée art père-enfant après avoir vu le buzz du spectacle de talent. J'ai appris aux enfants à dessiner des super-héros pendant que leurs parents buvaient des lattés. Souriaient. Maisie portait une cape et m'appelait Capitaine Crayon. Liam aidait à gérer la feuille d'inscription comme un petit stagiaire. Je construisais quelque chose de mieux, une vraie communauté. Et alors que la date du tribunal approchait, Claudia m'a donné une nouvelle mission. Écrire une déclaration. Pas une légale, une personnelle, quelque chose du cœur. J'ai passé un week-end à y travailler. Soirée tardive, matin tranquille. Page froissée et réécrite jusqu'à ce que j'ai enfin quelque chose qui semblait vrai. Je ne partagerai pas tout ici, mais une partie ressort encore. Je n'essaie pas de couper mes enfants de leur famille. J'essaie de les protéger d'une version de la famille qui leur enseigne que l'amour est une récompense que tu gagnes au lieu de quelque chose que tu reçois. J'ai grandi en croyant que je n'étais jamais tout à fait assez.
Je refuse de laisser mes enfants grandir en croyant la même chose. Claudia a hoché la tête. Ça va écraser au tribunal. Mais je n'étais toujours pas satisfait parce que la victoire légale n'était pas l'objectif final. Pour moi. Je ne voulais pas juste gagner. Je voulais exposer. Je voulais que chaque mensonge qu'ils avaient raconté sur moi, chaque demi-vérité, chaque manipulation, chaque fois qu'ils avaient essayé de me peindre comme le frère instable, jaloux, amer, s'effondre sous le poids de la vérité. Donc, j'ai fait un dernier mouvement. J'ai créé un site web privé, protégé par mot de passe, sur invitation seulement. Juste pour la famille. Il était propre, professionnel, intitulé simplement « Pour le dossier ». À l'intérieur, j'ai posté tout. Pas des rangs, pas des accusations, des faits, des captures d'écran, des photos, des messages vocaux, des décompositions chronologiques, des déclarations de personnes qui connaissaient la vérité, des vidéos de Liam et Maisie pleins de joie dans la vie que nous avions construite. Une galerie de l'art de l'exposition du café, un côte à côte des cadeaux de Noël, la lettre, les papiers de visite, le changement de testament, rédigé mais clair. En haut, j'ai écrit « Vous n'avez pas à me croire, vous devez juste voir ». Et puis je l'ai envoyé à tout le monde. Tante, oncle, cousin, même la femme de Brandon. Puis j'ai attendu. Pour la première fois de ma vie. Ils seraient ceux sur la défensive parce que la vérité n'était plus quelque chose que je gardais à l'intérieur. Elle était là maintenant. Et qu'ils l'aiment ou non, le récit avait changé. Ils avaient commencé cette guerre. Mais j'avais passé toute ma vie à me préparer pour le jour où j'arrêterais de jouer la défense. Et le moment où l'audience au tribunal a commencé, je n'entrais pas en tant que brebis galeuse. J'entrais en tant que loup qu'il n'avait jamais vu venir. 3 jours avant l'audience. Mon téléphone a sonné pendant que j'attendais dans la file de ramassage scolaire. Numéro inconnu. J'ai presque ignoré. Probablement un robocal ou une tentative de dernière minute de l'avocat de mon père pour discuter des termes. Mais quelque chose m'a dit de répondre. Jordan, c'était Rachel, ma cousine. Celle qui m'avait d'abord averti des mensonges que Brandon répandait à la fête du Nouvel An. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des semaines. Hey, ai-je dit prudemment. Qu'est-ce qui se passe? Elle semblait secouée. Tu dois voir quelque chose, mais tu ne l'as pas eu de moi. D'accord. Une pause, puis un soupir. Vérifie ton email. Je t'ai transféré des captures d'écran du vieux chat de groupe de Julie. Elle l'avait laissé ouvert sur son iPad pendant un rendez-vous de jeu. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais j'ai vu ton nom. Mon estomac s'est serré. Quel genre de chat de groupe? Celui où elle est avec les amis de l'université de Brandon et certains de ses collègues. Il plaisantait sur le cas de visite, se moquait de tes enfants. Et sa voix a baissé. Brandon a admis quelque chose à propos des cadeaux, à propos de Noël. J'ai garé dans une place de parking, le cœur battant. Rachel, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est vanté qu'il avait dit à ton père d'acheter les cadeaux pour ses garçons en représailles. Pour avoir toujours été à la seconde place. Il a dit qu'il voulait voir ce que ça faisait de voler la joie de tes enfants. Que ta réaction en valait la peine. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Rachel a murmuré. Tout est dans les captures d'écran. Je te les ai envoyées. Je ne pouvais juste plus rester assise. Là-dessus. Merci, ai-je dit calmement. Quand j'ai ouvert l'email. La première image était un en-tête de chat de groupe intitulé « King's Only Crown » avec un bouchon qui saute. Les messages étaient pires que ce que j'attendais. Des blagues sur le chant de ma fille. Des moqueries sur le visage pleurnichard de Liam. Brandon écrivant. J'ai dit au vieux exactement ce que les morveux de Jordan voulaient. Je les lui ai fait offrir aux jumeaux à la place. Le mec est devenu tout rouge. Julie a presque ri à en mourir. Un autre message. Tu penses qu'il grandira jamais une colonne vertébrale? Le mec pleure d'être second depuis 96. Il pensait qu'ils étaient invincibles,
que personne ne regardait. Ils avaient oublié la règle d'or de la trahison. Quelqu'un regarde toujours. Et parfois ce quelqu'un a une conscience. Avec la permission de Rachel, j'ai envoyé les captures d'écran directement à Claudia. Sa réponse est venue 5 minutes plus tard. Ils viennent de nous donner la victoire et puis ont mis le feu à leur propre maison. Cette nuit-là, j'ai tout imprimé et les glissé dans le classeur. Puis j'ai fait une mise à jour de plus sur le site web privé. Un dernier onglet avec ses captures d'écran de chat, horodatées, vérifiées, non modifiées. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon père. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un message vocal est arrivé. Sa voix sonnait différente, pas en colère, pas exigeante, inquiète. Jordan, appelle-moi. S'il te plaît. Nous devons parler avant que ça ne dégénère. Je ne savais pas. Je ne savais pas que Brandon disait ces choses. Je n'ai pas retourné l'appel parce que ce n'était plus mon travail d'expliquer les conséquences de ses choix. C'était son travail de les ressentir. Le jour de l'audience est arrivé gris et froid. Le genre de jour où tout semble lourd. Tara tenait ma main dans le couloir du tribunal pendant que Claudia feuilletait le classeur commun. Chirurgien se préparant pour une opération. Liam et Maisie sont restés à la maison avec une amie. Nous ne voulions pas qu'ils soient près de ça. Mes parents sont arrivés 15 minutes en retard. Mon père portait son manteau militaire comme si ça signifiait quelque chose ici. Brandon est venu aussi pour le soutien. Julie n'est pas venue. Probablement décidé que ce n'était pas digne d'Instagram. Mon père ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Claudia a fait toute la parole au tribunal. Calme, précise, chirurgicale. Elle a exposé le dossier méthodiquement, documentant le long schéma de manipulation émotionnelle, d'exclusion, et la claire arme des cadeaux comme moyen de contrôle. Puis elle a présenté les captures d'écran. Le juge a haussé un sourcil, celles-ci ont été vérifiées. Oui, votre honneur, a répondu Claudia. Elles ont été reçues par un membre de la famille dans le chat de groupe. Présentées volontairement, et correspondent au contact connu. La salle d'audience était silencieuse. Brandon est devenu pâle. Mon père m'a enfin regardé, mais je n'ai pas bronché. Claudia a conclu avec notre déclaration, la même que j'avais écrite des semaines plus tôt. Celle qui disait : je refuse de laisser mes enfants grandir en croyant que l'amour est un prix qu'ils doivent gagner. Le juge n'a pas délibéré longtemps. Pétition rejetée. Aucune visite. Aucun droit accordé. Le juge a même ajouté une note sur un préjudice psychologique potentiel dû à la malice démontrée. C'était fini. Ou du moins je le pensais. En nous levant pour partir, Brandon a fait une erreur. Une dernière. Il a ricané juste assez fort pour que je l'entende. J'espère que tu apprécieras le chalet de grand-mère, perdant. Tu ne seras jamais lui. C'est là que j'ai su. Il ne savait toujours pas. Je me suis tourné lentement. En fait, ai-je dit, calme et tranquille. Je l'ai déjà fait. Il a cligné des yeux. Fait quoi? J'ai souri. Apprécié. Le chalet a emmené les enfants le week-end dernier. Le foyer fonctionne super bien. J'ai réparé le ponton aussi. Le visage de Brandon s'est tordu. Tu mens. Mon père s'est tourné vers moi, la bouche légèrement ouverte. Quel chalet? Tara a glissé son bras autour du mien. Elle a changé le testament. Il y a un moment. J'ai regardé mon père. Tu as dit à Brandon qu'il pouvait le rénover. Choisir une chambre en haut. Tu aurais dû lire les papiers. Pour une fois, ils étaient tous les deux sans voix. Pas de crise, pas de cri. Juste le son de tout ce qu'ils pensaient contrôler glissé entre leurs doigts. Nous avons quitté le tribunal tranquillement. Pas de fanfare, pas de danse de victoire, juste la paix. Des semaines ont passé. Le printemps s'est installé. Les arbres ont fleuri. Les enfants n'ont jamais entendu parler de l'audience. Ils n'ont jamais su la laideur qui avait été dirigée contre eux.
Nous les avons laissés rester innocents. Tara et moi les avons emmenés au chalet à nouveau. Nous avons construit une balançoire dans le jardin, grillé des hot dogs. Fait ricocher des pierres sur le lac. Liam a attrapé une grenouille et l'a nommée Capitaine Ribi. Maisie a inventé une chanson sur les marshmallows et l'a chantée dans un bâton comme si c'était un micro. Nous étions nous à nouveau, entiers, intacts. Un soir, je suis resté assis sur le porche seul pendant que le feu crépitait derrière moi. J'ai pensé à mon père, à Brandon, à combien j'avais autrefois voulu leur approbation, leur fierté. Et combien j'en avais peu besoin maintenant parce que j'avais construit quelque chose de mieux. Parce qu'ils m'avaient écarté. Mais j'avais écrit ma propre fin. Et en regardant le soleil plonger derrière le lac, j'ai réalisé quelque chose. Ils avaient passé toute leur vie à essayer de me garder petit. Mais quand ils m'ont poussé hors de leur famille, ils m'ont donné l'espace pour construire la mienne. Et cette fois, je l'ai construite assez solide pour que personne ne puisse la prendre.